Les voyants d'alerte du cargo de Marcus Chen se mirent à clignoter en rouge 3 heures avant que tout ne dégénère. Ils transportaient du matériel minier dans un secteur spatial désert lorsque le moteur principal se mit à émettre un bruit anormal. Marcus connaissait suffisamment bien les vaisseaux pour savoir que des grincements de métal annonçaient des réparations coûteuses. Il consulta son écran de navigation et grogna. La station la plus proche était à 2 jours de vol à mi-vitesse et son moteur faiblissait rapidement. Mais une planète se trouvait à proximité. Ketvara indiquait l'écran. Marcus n'en avait jamais entendu parler, mais à cet instant précis, n'importe quel endroit où atterrir semblait convenable. Le vaisseau trembla lorsqu'il pénétra dans l'atmosphère. Des alarmes hurlaient de toutes parts. Marcus luttait avec les commandes, s'efforçant de maintenir le nez de l'appareil en l'air. Il n'allait pas mourir aujourd'hui pour une cargaison de pièces de forage et de pâtes protéinées. Le sol se rapprocha à toute vitesse et il tira brusquement sur le manche. L'atterrissage fut brutal, très brutal. Le vaisseau rebondit 2 fois, traversa ce qui ressemblait à une forêt violette et finit par s'immobiliser dans une clairière. Marcus resta assis un instant, le souffle court. Ses mains tremblaient. Mais il était vivant et le vaisseau était presque intact. Il attrapa sa trousse de secours et sortit. L'air était respirable, ce qui était une bonne chose, car sa combinaison s'était déchirée lors du crash. Marcus regarda autour de lui. Au loin, il aperçut des bâtiments. Des tas de bâtiments. Une ville peut-être. Mieux encore, il aperçut ce qui ressemblait à une immense structure de cristal dominant tout le reste. Là où il y avait des bâtiments, il y avait des gens. Là où il y avait des gens, il y avait des systèmes de communication. Marcus devait appeler sa compagnie, rédiger un rapport et faire en sorte que quelqu'un répare son vaisseau ou le remorque. Il devait aussi appeler son assurance, même s'il était presque certain que cet accident allait faire grimper ses primes. Il se mit à marcher vers la ville. Il avait mal à la jambe gauche et à l'épaule, mais rien ne semblait cassé. Marcus avait connu pire. Il y avait eu cette fois où son vaisseau était tombé en panne de survie pendant 6 heures. Ou encore cette fois où il était resté coincé dans les toilettes d'une station spatiale pendant une journée entière. C'était une journée de travail comme les autres. En approchant de la ville, Marcus remarqua quelque chose d'étrange. Une foule immense. Des centaines d'extraterrestres de toutes sortes. Il reconnut certaines espèces qu'il avait transportées lors de ses missions de transport de marchandises. Les grands gris aux avant-bras. Les petits bleus qui voyageaient toujours rares en groupe. Ceux qui ressemblaient à des cristaux ambulants. Mais il y avait des dizaines d'espèces, ce qu'il n'avait jamais vues auparavant. Elles se dirigeaient toutes dans la même direction, vers la gigantesque structure cristalline. Nombre d'entre elles portaient des robes ou des vêtements de cérémonie. Certaines brandissaient des mâtres et des bannières. D'autres marchaient en groupe organisé, en chantant dans des langues que Marcus ne comprenait pas. Cela ressemblait à un rassemblement religieux. Marcus se sentait mal à l'aise. Il n'aimait pas les foules, et encore moins les rassemblements religieux. Mais il devait trouver un terminal de communication, alors il continua son chemin. La foule se densifiait à mesure qu'il approchait de la structure cristalline. Marcus comprit alors qu'il ne s'agissait pas d'un simple bâtiment. C'était un temple, un immense temple, fait d'une matière qui semblait irradier de l'intérieur. Ses murs étaient couverts d'inscriptions indéchiffrables, de symboles qui lui agressaient les yeux à force de les fixer. Devant le temple se dressaient 2 portes massives. Elles étaient closes, hermétiquement scellées. Les portes étaient faites du même cristal que le reste du temple, mais leur apparence était différente. Elles semblaient anciennes, très anciennes. Ce genre d'antiquité évoquait pour Marcus les musées et les civilisations antiques. Une foule nombreuse s'était rassemblée devant les portes. Formant un demi-cercle, elle laissait un passage libre jusqu'aux portes. Marcus aperçut près de l'entrée ce qui ressemblait à des chefs religieux vêtus de robes somptueuses aux couleurs changeantes. Alors que Marcus se frayait un chemin à travers la foule, cherchant une personne d'allure officielle qui pourrait lui indiquer un poste de communication, quelque chose se produisit.
Le silence se fit. Une silhouette s'avança, émergeant du groupe de chefs religieux. Elle était grande, peut-être 2,50 m, avec une peau lisse comme de la pierre, et des yeux qui brillaient d'une douce lueur dorée. La silhouette s'approcha lentement de la porte, avec une grande solennité. Elle leva les mains et les posa à plat contre la surface de cristal. La foule retint son souffle. Rien ne se produisit. Les portes restèrent closes. Après un long moment, la silhouette baissa les mains et retourna vers la foule. Nombreux furent ceux qui laissèrent échapper des grognements de déception. Une autre silhouette s'avança. Celui-ci était plus petit, recouvert d'une fourrure argentée, avec 6 pattes et une longue queue. Il toucha les portes. De nouveau, rien ne se produisit. Un à un, différents êtres s'approchèrent des portes et les touchèrent. À chaque fois, les portes restèrent closes. À chaque fois, la foule réagissait avec déception ou tristesse. Marcus observa la scène 5 ou 6 fois avant de commencer à chercher une sortie. Cela s'était manifestement produit 5 ou 6 fois avant qu'il ne commence à chercher une sortie. Il s'agissait clairement d'un rituel religieux, et il n'avait rien à faire là. Il aperçut ce qui ressemblait à un garde ou un officiel, debout, à l'écart de la foule. L'individu portait une sorte d'uniforme et était armé de ce qui semblait être une arme. Parfait. Marcus se dirigea vers lui, bien décidé à se renseigner sur les moyens de communication. Pour atteindre le garde, Marcus dut traverser la foule. Il ne prêtait plus attention aux portes. Son attention était entièrement tournée vers le garde, et il s'efforçait de se souvenir des mots en langage galactique pour désigner un vaisseau accidenté et demander de l'aide. Il tenait son communicateur en main et le vérifiait à nouveau, espérant qu'il se remette soudainement à fonctionner. Le passage entre la foule et les portes était de nouveau dégagé, et Marcus espérait qu'il se remette soudainement à fonctionner. Le passage était dégagé, alors il l'emprunta. C'était le chemin le plus rapide pour atteindre le garde. Il était à peu près à mi-chemin lorsque son pied s'est pris dans quelque chose, peut-être une pierre ou un morceau de terrain inégal. Il trébucha en avant, tendant la main pour se rattraper. Sa main heurta la surface cristalline de la porte. Un instant, rien ne se passa. Puis les portes se mirent à briller. La lumière jaillit de l'endroit où la main de Marcus avait touché le cristal et se propagea en vagues de couleurs. Les symboles gravés sur les portes s'illuminèrent d'une lumière si intense que Marcus plissa les yeux et retira sa main. Derrière lui, la foule retint son souffle. Ce n'était pas un murmure. Des milliers de voix haletaient à l'unisson, un bruit semblable à celui des vagues s'écrasant sur le rivage. Les portes massives se mirent en mouvement. Elles pivotèrent bassin vers l'intérieur, silencieuses et fluides, malgré leur taille imposante. Elles s'ouvrirent un temps grand, révélant un espace obscur. Marcus fixa les portes ouvertes, perplexe. Il regarda alors sa main, puis de nouveau les portes. Il avait simplement lutté pour ne pas tomber. Qu'avait-il fait? Derrière lui, la foule explosa en un chaos indescriptible. Des voix s'élevèrent, criant dans des dizaines de langues. Certains tombèrent à genoux, d'autres se pressèrent pour se rapprocher. Les chefs religieux restèrent figés, fixant Marcus d'un regard indéchiffrable. Marcus regarda les portes ouvertes, puis la foule, puis de nouveau sa main. Cela semblait important. Cela semblait très important. Mais il ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Tout ce qu'il voulait, c'était trouver une station de communication et appeler un remorqueur. Au lieu de cela, il avait apparemment ouvert une sorte de porte sacrée que tous les autres avaient essayé d'ouvrir en vain. La journée allait être bien plus longue que prévu. Marcus se tenait devant le portail ouvert, son communicateur cassé à la main, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. La foule derrière lui était passée d'un silence stupéfait à un chaos assourdissant en 3 secondes à peine. Tous criaient, le pointaient du doigt ou le fixaient, les yeux écarquillés. Plusieurs chefs religieux s'avancèrent précipitamment. Ils formèrent un cercle autour de Marc Aurèle, le séparant du reste de la foule. L'un d'eux,
Le grand être à la peau de pierre qui avait tenté de franchir les portes en premier le regarda avec une expression mêlant peut-être d'admiration, de peur, ou les deux. « Qui êtes-vous » demanda l'être en langage galactique. Sa voix résonnait comme des pierres qui s'entrechoquent, mais le traducteur dans l'oreille de Marcus rendait les mots suffisamment intelligibles. « Marcus Chen », répondit-il. « Écoutez, je suis désolé si j'ai cassé quelque chose. Je viens de m'écraser et j'ai besoin d'utiliser un terminal de communication. Y a-t-il quelqu'un à qui je pourrais en parler ?» Le chef religieux ne sembla pas entendre la question. « Tu as ouvert les portes du temple de la première lumière. Tu es celui de la prophétie. » La légende incarnée. Marcus cligna des yeux. « Je suis pilote de cargo. Je transporte du matériel minier. Il y a eu une erreur. » « Il n'y a pas d'erreur, » dit un autre chef religieux. Celui-ci ressemblait à une méduse flottante, son corps translucide et lumineux. Les portes Sodok sont scellées depuis 10 000 ans. Elles ne s'ouvrent que pour celui dont la légende résonne à travers le temps. « C'est vous » demanda Marcus. « Je ne crois pas » répondit-il. Il commençait à se sentir mal à l'aise. Ce n'était plus un malentendu, mais un problème sérieux. « Écoutez, j'ai juste besoin de passer un coup de fil. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer une station de communication fonctionnelle ?» Avant que quiconque puisse répondre, d'autres êtres se frayèrent un chemin à travers la foule. Ceux-ci portaient des uniformes différents, d'apparence officielle, des gardes, comprit Marcus. Ils formèrent un cercle plus étroit autour de lui et des chefs religieux. « Le quartier du temple est bouclé », annonça l'un des gardes d'une voix assez forte pour que toute la foule l'entende. « Personne n'entre, ni ne sort tant que nous n'aurons pas compris ce qui s'est passé. » Ceci est un ordre du Haut Conseil. La foule explosa de nouveau, plus fort cette fois. Certains tentèrent de se frayer un chemin. D'autres sortirent des appareils de communication, cherchant manifestement à envoyer des messages avant que le confinement du district ne soit pleinement effectif. Marcus aperçut des drones équipés de caméras qui bourdonnaient au-dessus de sa tête, enregistrant tout. La situation empirait de seconde en seconde. Un des gardes, un être à la peau violette et aux yeux innombrables, se tourna vers Marcus. « Tu viendras avec nous. Le Haut Conseil souhaite te parler immédiatement. »« D'accord, très bien, » répondit Marcus. « Peut-être que le Haut Conseil dispose d'un poste de communication. Peut-être pourrait-il l'aider à démêler cette affaire et il pourrait ainsi reprendre les travaux sur son vaisseau accidenté. » Il laissa les gardes l'escorter loin des portes, tout en remarquant qu'ils prenaient grand soin de ne pas le toucher. Ils le guidèrent à travers la foule, qui s'écarta comme l'eau sur eux. Marcus sentait tous les regards peser sur lui. Certains êtres tendirent la main comme pour le toucher, mais les gardes les repoussèrent. Une petite créature, pas plus haute que le genou de Marcus, pleurait. Marcus ignorait pourquoi. Les gardes l'emmenèrent dans un bâtiment près du temple. Plus petit que l'édifice principal, il n'en était pas moins impressionnant. Tout de pierre blanche et de dorure. À l'intérieur, les salles étaient fraîches et silencieuses. Un contraste saisissant avec le chaos extérieur. Ils pénétrèrent dans une vaste salle circulaire. Le long des murs se tenaient des dizaines d'êtres, représentant une multitude d'espèces que Marcus ne pouvait dénombrer. Au centre de la pièce se trouvait une estrade avec plusieurs chaises. Certains des êtres qui s'y trouvaient portaient des robes semblables à celles des chefs religieux à l'extérieur. D'autres portaient ce qui ressemblait à des uniformes militaires ou des vêtements officiels. « Amenez-le » dit une voix. Elle provenait d'un être d'apparence presque humaine. Hormis ses yeux argentés et la façon dont sa peau semblait scintiller comme de l'huile sur l'eau. Marcus s'avança au centre du cercle, sous le regard de tous. Il se sentait minuscule et complètement déplacé dans sa combinaison de vol déchirée, tachée d'huile et au cou de rapiécé. « Déclarez votre nom, votre planète d'origine, être aux yeux argentés, » dit Marcus Chen. « Je viens de la Terre, humain. Écoutez, il y a eu un gros malentendu. Mon vaisseau s'est écrasé.
et j'ai touché ses portes par inadvertance en essayant de ne pas tomber. Je n'avais pas l'intention d'ouvrir quoi que ce soit. Des murmures parcoururent Nahas la pièce. Plusieurs êtres se penchèrent sans les uns vers les autres, chuchotant. L'un d'eux sortit ce qui ressemblait à une tablette et se mit à taper frénétiquement. « Tu prétends avoir ouvert les portes du temple par accident ?» Cette question provenait d'un autre être, un être qui ressemblait à un insecte de la taille d'un gros chien. Sa voix grésillait et bourdonnait. « Ouais, je passais par là et j'ai trébuché. J'ai tendu la main et touché la porte pour me rattraper. J'ignore pourquoi elles se sont ouvertes. Peut-être étaient-elles déjà déverrouillées. Les portes étaient scellées par une technologie ancestrale, expliqua l'être aux yeux argentés. Elles ne peuvent être simplement ouvertes. Selon 10 000 ans d'études et de prophéties, elles ne s'ouvrent que pour celui qui a atteint un statut véritablement légendaire. Un être dont les actes et le nom résonneront à travers les âges. Quel exploit légendaire as-tu accompli, Marcus Chen de la Terre? Marcus réfléchit un instant. J'ai livré une cargaison 2 jours en avance. C'était plutôt bien. Un silence pesant s'installa. 2 jours en avance, répéta lentement une voix. Oui, il y avait une grève au port de destination et j'en ai eu connaissance avant les annonces officielles. J'ai donc mis les gaz et je suis arrivé avant le début de la grève. Le client était ravi. Ils m'ont donné une prime, marqua Marcus, marquant une pause. N'est-ce pas ce que vous entendiez par légendaire? L'abeille aux yeux argentés ferma les yeux, comme souffrante. Vous n'avez jamais sauvé un monde de la destruction? Non. Mener des armées à la victoire? Je ne suis pas militaire. Découvert quelque chose qui a changé le cours de la civilisation? J'ai trouvé un excellent restaurant de nouilles sur la station Kepler 7, ça compte? Fait un grand sacrifice pour le bien d'autrui? J'ai cédé ma place de parking une fois à un vaisseau qui fuyait du carburant. Ils en avaient plus sur besoin que moi. Les êtres présents dans la pièce échangèrent des regards. Certains semblaient perplexes, d'autres paraissaient bouleversés. Un des chefs religieux semblait malade. Un être à l'arrière s'avança. Il portait un uniforme couvert de médailles et de rubans. Peut-être que l'ordinateur de bord de son vaisseau contient des traces de ses exploits. Nous devrions consulter les journaux de bord. Bonne idée, dit Marcus. Mon vaisseau est à environ 3 kilomètres par là, indiqua-t-il. Il est assez endommagé suite au crash, mais l'ordinateur devrait encore fonctionner. Attention cependant, les journaux de bord sont vraiment ennuyeux. Il ne s'agit que de manifestes de cargaison et d'horaires de vol. Plusieurs gardes furent s'en dépêcher pour récupérer l'ordinateur de bord. Pendant leur attente, d'autres êtres interrogèrent Morat Marcus. Quelles planètes avait-il visitées? Quelles batailles avait-il livrées? Quel grand mystère avait-il résolu? Quels puissants ennemis avait-il vaincus? À chaque question, Marcus donnait des réponses qui semblaient décevoir ou déconcerter ses interlocuteurs. Il avait visité 43 planètes, toutes de banales stations commerciales ou colonies minières. Il n'avait jamais combattu. Le seul mystère qu'il ait jamais résolu était celui du membre d'équipage qui lui volait son café. La réponse était Tessin, tout le monde, car il achetait du bon café. Son seul ennemi régulier était la paperasse des déclarations en douane. Les gardes revinrent avec le noyau informatique de son vaisseau. Un technicien le brancha à leur système et commença à consulter les journaux de bord. Dans la pièce, les écrans défilaient, affichant les données. « Ce n'est pas possible », déclara le technicien après quelques minutes. Ces journaux ne montrent que des transports de marchandises de routine. Des livraisons basiques, aucun. Combat, aucune exploration, aucune découverte. Cet être n'a rien fait de remarquable. Les journaux de bord sont peut-être corrompus, a suggéré quelqu'un. Je consulte la base de données Earth Central, a dit un autre technicien, à la recherche de Marcus Chen, pilote de transport de passagers. Un silence. Je l'ai trouvé. Son dossier correspond à ce qu'il nous a dit. Aucun service militaire. Aucune réalisation scientifique. Aucune fonction politique.
Son employeur le juge satisfaisant, généralement ponctuel. Son employeur le jugeait satisfaisant, généralement à l'heure. Généralement. Marcus se sentit légèrement offensé. L'homme aux yeux argentés se leva de sa chaise. « C'est impossible. Les portes ne peuvent pas s'être ouvertes pour quelqu'un sans exploit légendaire. Il y a forcément quelque chose qui nous échappe. Un haut fait caché dans son passé. Je vous le dis, je ne suis qu'un pilote de cargo, répondit Marcus. Je ne suis personne de spécial. Il doit s'agir d'une erreur ou d'un dysfonctionnement. Les portes du temple ne dysfonctionnent pas, déclara fermement un chef religieux. Elles ont été construites par les précurseurs, la race la plus ancienne et la plus sage de l'histoire de la galaxie. Ils ne font pas d'erreur. Alors peut-être que ce n'est pas moi qui les ai ouvertes, suggéra Marcus. Peut-être que quelqu'un d'autre les a touchées en même temps et que vous ne l'avez pas vu. Tous les regards de la foule étaient rivés sur les portes, d'où provenait l'insecte. Des drones filmaient sous tous les angles. Vous étiez le seul à les avoir touchés. Vous seul avez ouvert les portes. Marcus passa une main dans ses cheveux, frustré. Cette journée devait être simple. Livrer une cargaison, encaisser le paiement, puis passer à la mission suivante. Mais voilà qu'il était plongé dans une sorte de crise existentielle qu'il ne comprenait pas et dont il ne parvenait pas à se sortir. « Écoutez, dit-il, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis juste un type normal qui essaie de faire son travail. Votre prophétie est peut-être fausse. Peut-être que ces portes ne sont pas aussi spéciales que vous le pensez, ou peut-être qu'elles sont brisées, mais je ne suis pas une légende. Je suis à peine capable de piloter mon vaisseau. » Les êtres présents dans la pièce échangèrent des regards. Marcus eut l'impression d'avoir, d'une manière ou d'une autre, empiré la situation. Le Haut Conseil le garda en cellule pendant 3 jours pour mener l'enquête. C'était une chambre plutôt agréable. Un lit confortable, de la bonne nourriture, une fenêtre donnant sur le quartier du temple, mais elle restait verrouillée de l'extérieur et des gardes montaient en la garde. Marcus était, en pratique, un prisonnier. Il passait le plus clair de son temps à essayer de réparer son communicateur et à s'inquiéter pour son vaisseau. Chaque jour passé là était un jour de plus sans revenu. Son loyer était dû la semaine suivante. Son assurance lui envoyait probablement déjà des messages furieux à propos de l'accident. Son patron allait certainement être contrarié par le retard de livraison. Le 4e jour, la créature aux yeux argentés entra dans sa chambre. Marcus avait appris que son nom était l'ambassadeur Veltar. C'était l'un des êtres les plus puissants de l'Assemblée galactique. « Nous étudions votre espèce », déclara Veltar sans un mot de salutation. « Nous avons fait des découvertes troublantes. » « Troublantes comment ?» demanda Marcus. Il était assis sur le lit, essayant toujours de faire fonctionner son communicateur. « Votre planète ne devrait pas exister, » déclara Veltar d'un ton neutre. « Ou plutôt, la vie sur votre planète ne devrait pas exister, et certainement pas la vie intelligente. » Marcus leva les yeux de son communicateur. « Je suis presque sûr que la Terre existe. J'y ai grandi. » « Votre planète a subi au moins 5 extinctions massives, » poursuivit Veltar en arpentant la pièce. « Impact d'astéroïdes, éruption volcanique, période glaciaire. Chacun de ces événements aurait dû anéantir toute vie sur votre monde. Pourtant, la vie a persisté. Elle s'est adaptée, elle a survécu. La vie trouve toujours un chemin, dit Marcus en haussant les épaules. C'est ce que disait mon professeur de biologie. C'est absurde, rétorqua Veltar. Pour la plupart des espèces, la vie ne trouve pas de chemin. Elle s'éteint. Lorsque la planète d'origine des Kitrani a subi un hiver volcanique, 90% de leur espèce a péri. Ils n'ont survécu que grâce à une civilisation avancée qui les a découverts et a évacué les survivants. Votre espèce n'a bénéficié d'aucune aide de ce genre, et pourtant, vous avez survécu. Non pas une fois, mais 5 fois. On est plutôt têtu, je suppose. Ce n'est pas de l'entêtement. C'est quelque chose de plus profond. Veltar sortit une tablette et la montra à Marcus. Votre espèce a évolué à partir de créatures qui étaient des proies.
petite, faible, sans armes naturelles. Logiquement, vous auriez dû disparaître il y a des millions d'années. Au lieu de cela, vous êtes devenu l'espèce dominante sur votre planète. Nous sommes devenus intelligents, a dit Marcus. Nous avons inventé des outils, le feu, ce genre de choses. Chaque espèce devient intelligente à sa manière, a dit Veltar. Mais votre espèce a fait quelque chose de différent. Vous ne vous êtes pas contenté de vous adapter à votre environnement. Vous l'avez transformé, vous l'avez conquis. Vous avez pris une planète qui cherchait activement à vous anéantir et vous l'avez fait de vôtre. Marcus ne savait pas où cela allait mener. « C'est bizarre, non ?» demanda-t-il. « C'est sans précédent ?» répondit Veltar. « La plupart des espèces développent une intelligence pour mieux s'adapter à leur niche écologique. Votre espèce a développé une intelligence pour éliminer la notion de niche. Vous viviez dans des étendues glacées et des déserts brûlants. Vous avez traversé des océans sur des bateaux en bois qui auraient dû couler. Vous avez escaladé des montagnes qui auraient dû vous tuer. Vous avez accompli tout cela avec des outils de pierre et des peaux de bêtes. Mes ancêtres étaient sacrément robustes, oui. Ce n'est pas seulement une question de robustesse, dit Veltar. Et Marcus perçut de la frustration dans sa voix. C'est ce refus constant d'accepter ses limites. Face à l'impossible, la plupart des espèces le reconnaissent et trouvent une autre voie. Votre espèce, elle, regarde l'impossible et décide de le faire malgré tout. Marcus y réfléchit. Vous insinuez donc que les humains sont obstinés? Je dis que les humains sont fous, rétorqua Beltard. Nous avons consulté vos archives. Nous y avons trouvé des récits de votre peuple accomplissant des actes qu'aucun être rationnel n'oserait tenter. Escalader le plus haut sommet de sa planète, sans autre raison que de voir si c'était possible. Voyager jusqu'aux profondeurs abyssales des océans à bord d'engins qui auraient pu se briser à tout moment. Se lancer dans l'espace grâce à des fusées primitives présentant un risque non négligeable d'explosion. Les débuts du programme spatial étaient extrêmement dangereux, admit Marcus. Dangereux? La voix de Veltar s'éleva. Vos premiers astronautes voyageaient sur des armes modifiées, des bombes pointées vers le ciel. Le taux de survie des premiers voyages spatiaux humains atteignait à peine 70%. Aucune autre espèce n'aurait poursuivi un tel programme après les premiers décès. Les humains haussèrent les épaules et continuèrent. Après tout, l'espace est important. Il vaut bien quelques risques. Vous voyagez plus vite que la lumière en mangeant des sandwichs, dit Veltar. Vous vous rendez compte à quel point c'est fou. Les voyages supraluminiques manipulent la trame de l'espace-temps. Une simple erreur peut détruire un vaisseau ou l'envoyer dans une dimension où les lois de la physique sont différentes. La plupart des espèces vénèrent les voyages supraluminiques. Des prières et des cérémonies précèdent chaque saut. Votre espèce l'utilise pour se rendre au travail. Marcus se sentit sur la défensive. Le voyage supraluminique est sûr si l'on respecte les protocoles. J'ai effectué des milliers de sauts sans le moindre problème. Vous avez survécu à des milliers d'événements qui auraient pu vous être fatals, corrigea Beltard. Et vous considérez cela comme normal. C'est ce que nous essayons de comprendre. Pour vous, la survie est une routine. Pour vous, accomplir l'impossible est une chose banale. Une pensée traversa l'esprit de Marcus. Est-ce lié aux portes? Croyez-vous qu'elles s'ouvrent parce que les humains accomplissent des choses impossibles? Nous avons consulté les plus grands experts de la galaxie en matière de technologie précurseur, déclara Veltar. Nous avons fait appel à des érudits qui ont consacré leur vie entière à l'étude du temple, et nous vous avons examiné de plus près. Nous avons découvert quelque chose concernant votre biologie. Et alors? Vous êtes plus résistant que toutes les espèces que nous avons rencontrées, a déclaré Veltar. Votre corps peut survivre à des températures extrêmes. Vous pouvez passer des jours sans eau et des semaines sans nourriture. Vous guérissez de blessures qui seraient fatales à la plupart des êtres vivants. Vous possédez un squelette interne qui vous soutient et vous permet d'encaisser des coups qui briseraient les espèces à squelette externe. Moi aussi, je me suis déjà cassé un os ou deux, a ajouté Marcus. Ce n'est pas si grave. D'après votre dossier médical, vous vous êtes cassé le bras étant enfant, a déclaré Veltar.
La fracture a mal consolidé et il a fallu la recasser et la remettre en place. Cela s'est produit 2 fois. Vous aviez 8 ans. La plupart des espèces auraient succombé à la douleur et au choc. Vous avez continué à faire du sport. Les enfants sont résistants. On se remet toujours. Votre système immunitaire est extrêmement performant, a poursuivi Veltar. Vous pouvez manger des aliments contenant des toxines légères sans aucun effet. Vous consommez régulièrement des substances toxiques pour d'autres espèces. Alcool, caféine, capsaïcine. Vous les consommez par plaisir. J'ai vraiment besoin de café. En fait, dit Marcus, Veltar fit comme si de rien n'était. Nous avons aussi appris l'existence de votre étoile. Votre soleil émet des radiations mortelles. Elles provoquent le cancer. Elles endommagent l'ADN. Elles peuvent littéralement vous tuer si vous y êtes exposé trop longtemps. La plupart des espèces évolueraient sur des mondes où leur étoile serait plus sûre. Votre espèce a évolué pour tolérer ces radiations. Mieux que les tolérer. Vous en avez besoin. Sans vitamine D, vous tombez malade, a déclaré Marcus. Oui, je devrais probablement prendre des compléments plus souvent. Tu traites une exposition mortelle aux radiations comme une carence en vitamines, dit Veltar d'une voix calme. C'est ce que je veux dire. Ce qui devrait te tuer te paraît banal. Marcus commençait à comprendre. Alors tu penses que les portes se sont ouvertes parce que les humains sont résistants? Nous pensons que les portes se sont ouvertes parce que les humains représentent ce que les précurseurs recherchaient, répondit Veltar. La prophétie dit que les portes s'ouvriront pour une légende. Nous avons interprété cela comme désignant un être ayant accompli des exploits légendaires. Mais peut-être nous trompions-nous. Peut-être les portes cherchaient-elles autre chose. Comme quoi? Une espèce à la survie légendaire, à la persévérance légendaire, à un refus légendaire d'accepter la défaite. Veldar s'assit sur une chaise en face de Marcus. On disait des précurseurs qu'ils étaient la race la plus avancée de l'histoire galactique. Ils ont bâti des merveilles que nous ne comprenons toujours pas. Et puis, ils ont disparu. Peut-être cherchaient-ils une espèce capable de réussir là où ils avaient échoué. Une espèce qui ne renoncerait jamais, quels que soient les obstacles. Marcus y réfléchit. Cela lui semblait tiré par les cheveux. Je ne suis qu'un simple pilote de cargo. Oui, dit Veltar, un simple pilote de cargo humain. C'est précisément ce qui rend la chose si importante. Tu n'es pas un héros de ton espèce. Tu n'es ni un grand guerrier, ni un grand scientifique. Tu es quelqu'un de moyen. Et pourtant, tu as ouvert les portes. Ce qui signifie que n'importe quel humain aurait pu le faire. La portée de cette révélation sembla les frapper tous deux simultanément. Si n'importe quel humain peut ouvrir les portes, dit Veltar lentement, alors que pourraient faire vos véritables héros, vos guerriers, vos scientifiques, vos dirigeants? Marcus n'avait pas de réponse à cette question. Nous devons savoir ce qui se trouve au-delà des portes, dit Veltar. Le sanctuaire intérieur du temple est scellé depuis 10 000 ans. D'innombrables expéditions ont tenté d'ouvrir ces portes. Toutes ont échoué, mais vous les avez franchies sans même y penser. Je ne suis pas allé au-delà des portes, répondit Marcus. Je me suis retourné dès que j'ai compris que quelque chose d'étrange se passait. Nous avons besoin que tu retournes là-bas, dit Veltar. Nous devons savoir ce que le précurseur a laissé derrière lui, et tu es le seul être capable d'y accéder. Marcus regarda son communicateur défectueux, puis la fenêtre, puis de nouveau Veltar. Et si je refuse? Alors la galaxie restera dans l'ignorance de toute connaissance ou technologie qui s'y trouve, dit Veltar. Et vous resterez ici, dans cette pièce, pendant que le Haut Conseil délibère sur votre sort. Cela pourrait prendre des années, soupira Marcus. Il voulait juste réparer son vaisseau et reprendre le travail, mais il semblait que ce ne serait pas pour tout de suite. Bon, j'irai voir ce qui se trouve derrière ces portes. Mais après, j'aurai besoin d'aide pour réparer mon vaisseau, et je dois appeler mon chef. Il doit être furieux. D'accord, dit Veltar. Une fois que nous aurons compris ce qui se cache à l'intérieur du temple, vous aurez toute l'aide nécessaire. Marcus Stowe. Ils retournèrent aux portes du temple sous escorte. Marcus,
Veltar et une douzaine des plus importants chefs religieux et érudits de la galaxie traversèrent le quartier du Temple, bondé de monde. La nouvelle s'était répandue à travers toute la galaxie. Chaque espèce savait qu'un humain avait ouvert les portes. Des vaisseaux venus de milliers de mondes étaient arrivés en orbite autour de Ketvara, transportant des êtres désireux d'assister à la suite des événements. La foule massée devant le temple était devenue immense. Marcus estimait qu'il y avait au moins 1 million d'êtres rassemblés dans le quartier, peut-être davantage. Ils durent en progresser lentement, les gardes leur ouvrant un passage. Nombreux étaient ceux qui, dans la foule, tendaient la main vers Marcus à son passage. Certains l'interpellaient dans des langues qu'il ne comprenait pas. D'autres se contentaient de le fixer en silence. Cela le mettait profondément mal à l'aise. Il n'appréciait pas les foules, même en temps normal. Et là, on était loin d'être en temps normal. Les portes étaient toujours ouvertes, exactement comme lorsque Marcus les avait ouvertes par inadvertance, quelques jours auparavant. Personne n'avait osé s'aventurer dans les ténèbres. La porte semblait impénétrable, engloutissant toute lumière qui tentait de la pénétrer. Un des érudits, un être ressemblant à un cerveau flottant dans un bocal, s'approcha de Marcus. « Nous documenterons tout ce que tu verras », dit-il d'une voix gazouillante. « Nous vous avons fourni une caméra qui enregistrera votre point de vue. Veuillez décrire tout ce que vous voyez. » Marcus regarda le petit appareil fixé à sa combinaison de vol déchirée. « Bien sûr, mais je ne suis pas très doué pour décrire les choses. Une fois, j'ai fait une demande de maintenance et le mécanicien est arrivé avec les mauvaises pièces parce que je lui avais mal expliqué le problème. « Faites de votre mieux, » dit le chercheur. « Parce que j'ai mal expliqué le problème. Faites de votre mieux, » dit le savant. Beltar se plaça aux côtés de Marcus. « Je vous accompagnerai à l'intérieur, ainsi que le savant Primus et le grand prêtre Gortune. » L'être aux yeux argentés désigna le cerveau dans un bocal et une créature massive recouverte de plaques de pierre. « Plus on est de fous, plus on rit, » dit Marcus, bien qu'il eût préféré y aller seul. « Plus on est de fous, plus on rit, » dit Marcus, même s'il aurait préféré y aller seul. Les groupes compliquaient tout. Ils s'approchèrent des portes ensemble. Marcus atteignit le seuil le premier et s'arrêta. L'obscurité au-delà était si totale qu'elle paraissait solide, comme un mur de peinture noire. Il ne pouvait rien distinguer. « On verra bien », murmura Marcus. Il franchit le seuil. L'obscurité ne dura qu'un instant. Dès que Marcus eut franchi le seuil, des lumières s'allumèrent. Douces et blanches, elles provenaient des murs et du plafond. Le passage au-delà des portes était large, peut-être 6 mètres, avec des murs lisses couverts de ces symboles, qu'il était douloureux de regarder directement. Derrière lui, Veltar, Primus et Gortune suivirent. Tous trois s'arrêtèrent et contemplèrent les alentours avec émerveillement. « 10 000 ans !» gronda Gortune. « 10 000 ans que ces couloirs sont plongés dans l'obscurité, et ils s'illuminent pour un pilote de cargo humain. »« Je suis juste venu jeter un coup d'œil, » dit Marcus. « Je suis juste venu jeter un coup d'œil, » répéta Marcus. « Essayez de ne rien toucher d'important. » Ils avancèrent. Le passage descendait en pente douce. Tous les quelques mètres, de nouvelles lumières s'allumaient à leur approche, créant une bulle de lumière qui se déplaçait avec eux. Derrière eux, les lumières restaient allumées, traçant un chemin vers l'entrée. Les murs étaient désormais couverts d'images, non pas d'écrits, mais de photos. Ils montraient des êtres à l'apparence vaguement humanoïde, mais qui clochaient d'une manière que Marcus ne parvenait pas à définir. Trop grands, peut-être, ou trop maigres, avec des membres trop articulés. Ce devaient être les précurseurs, pensa Marcus. Les images montraient les précurseurs en train de construire, de créer. Une série de photos les montrait édifiant des structures colossales dans l'espace, terraformant des planètes mortes, faisant naître la vie là où il n'y en avait jamais eu. « C'étaient des dieux, » murmura Primus. « Ils étaient très avancés, » corrigea Veltar, « mais pas des dieux. Ils étaient mortels comme nous. » Le passage débouchait sur une vaste salle circulaire, coiffée d'un haut dôme. Au centre se dressait une colonne de lumière.
Non pas une lumière projetée sur un objet, mais la lumière elle-même, solide et éclatante, formant une colonne du sol au plafond. D'autres images ornaient les murs de la salle. Ces images montraient la civilisation des précurseurs à son apogée. Des villes s'étendant sur des continents entiers. Des vaisseaux capables de traverser la galaxie en quelques jours. Une technologie qui semblait magique. Puis, les images changèrent. Elles étaient montrées monter les précurseurs en plein combat. Non pas contre une autre espèce, mais entre eux. Ces images représentaient une destruction d'une ampleur que Marcus avait du mal à concevoir. Des planètes brisées, des étoiles éteintes, des systèmes solaires entiers anéantis. Ils se sont autodétruits, dit Gortune d'une voix calme. Pas complètement, répondit Feltar en désignant la série d'images suivantes. Regardez, les images montraient les précurseurs en train de se reconstruire. Mais ils ont changé. Ils sont plus petits, d'une certaine façon, à moins imposants. Les images suivantes les montraient en train de bâtir ce temple. On leur a montré la création des portes, puis on les a montrés en train de faire quelque chose que Marcus n'a pas compris tout de suite. Ils changeaient, leur forme devenait moins solide, plus transparente. Sur les images finales, ils étaient à peine visibles, comme des fantômes. Ils ont transcendé, dit Prima avec émerveillement, ont évolué au-delà de la forme physique. Ou bien ils sont morts d'une autre manière, dit Feltar. Nous ne pouvons pas en être certains. Marcus s'approcha du pilier de lumière au centre de la pièce. En s'approchant, il réalisa que ce n'était pas simplement de la lumière. Il y avait quelque chose à l'intérieur, des données, peut-être, de l'information compressée en énergie pure. Il tendit la main pour le toucher. « Attendez !» appela Veltar. « Nous ignorons si c'est sans danger. Il n'y a qu'un moyen de le savoir, dit Marcus en pressant sa main contre la lumière. Le pilier explosa dans une vague de lumière. Marcus recula en titubant, clignant des yeux pour chasser les points noirs. Quand sa vision se clarifia, la lumière avait changé. Ce n'était plus un pilier, mais une sphère flottante à hauteur des yeux. Et à l'intérieur de la sphère, des images se formaient. Une silhouette apparut dans la lumière. Elle ressemblait à un précurseur, mais simplifiée comme un dessin plutôt qu'une photographie. Lorsqu'elle parla, Marcus entendit les mots dans sa propre langue, dans ses propres pensées. « Salutations, héritier, dit la silhouette. Si tu entends ceci, c'est que tu as réussi l'épreuve. Tu as fait preuve de la qualité que nous recherchions, celle que nous espérions voir émerger quelque part dans la galaxie après notre disparition. » « Quelle qualité ?» demanda Marcus. La silhouette sembla l'entendre, mais Marcus ignorait si elle était véritablement intelligente ou simplement un enregistrement très sophistiqué. « La capacité de continuer, dit-elle, de persister face à l'impossible, de refuser l'extinction. S'adapter et surmonter les obstacles. Voilà ce que nous avons appris trop tard. Voilà ce qui nous a perdus. » Les images dans la sphère changèrent, montrant à nouveau la civilisation primitive. « Nous sommes devenus trop avancés, » poursuivit la figure. « Nous avons résolu tous les problèmes rencontrés. Nous avons éliminé la maladie, la mort, la pénurie, la souffrance. Nous avons atteint le confort. Et dans notre confort, nous nous sommes ramollis. » Les images montraient des cités pionnières qui stagnaient. Face aux défis, nous ne savions plus comment les affronter. Nous avions oublié comment lutter, comment nous adapter, comment évoluer. Alors, lorsque nous nous sommes retournés les uns contre les autres, lorsque notre civilisation s'est fracturée, nous n'avons pas pu nous relever. Nous avions perdu la qualité essentielle qui nous avait permis de prospérer, la capacité de survivre, dit Veltar d'une voix calme. « Exactement, » répondit la silhouette. « Nous avons construit ces portes comme un test, un filtre. Nous les avons équipées d'une technologie capable de mesurer non seulement la réussite, mais aussi le potentiel. Le potentiel d'endurer, de persévérer, de refuser la défaite, quelles que soient les circonstances. Nous savions que quelque part, un jour, une espèce émergerait, possédant encore cette qualité. Une espèce qui n'avait pas faibli dans son évolution.
une espèce qui n'avait pas oublié comment lutter. La silhouette se retourna et fixa Marcus du regard, ce qui était étrange, car elle n'aurait pas dû pouvoir le voir. Tu es de cette espèce humain. Chaque membre de votre espèce porte en lui la mémoire génétique d'ancêtres ayant survécu à l'insurmontable. Des ancêtres qui ont affronté l'extinction maintes et maintes fois sans jamais l'accepter, qui ont contemplé un univers hostile et ont malgré tout décidé d'en faire leur foyer. Marcus resta sans voix. Nous vous léguons notre savoir, poursuivit la silhouette, tout ce que nous avons appris, toute notre technologie, toute notre science. Mais nous vous laissons aussi un avertissement. La lumière de la sphère s'est légèrement atténuée. Ne devenez pas ce que nous sommes devenus. Ne vous laissez pas aller à la facilité. N'oubliez pas comment lutter. Dès l'instant où vous perdrez votre capacité d'adaptation, de changement, d'affronter les défis avec détermination plutôt qu'avec désespoir, vous commencerez à mourir comme nous. La sphère a pulsé une fois. Ce savoir est à vous, mais utilisez-le avec sagesse. Partagez-le avec précaution. N'oubliez pas que le progrès sans sagesse mène à la destruction. La silhouette s'estompa, et la sphère de lumière se transforma en pilier. Mais à présent, Marcus pouvait voir des choses qu'il n'avait pas remarquées auparavant. Autour des murs de la chambre se trouvaient des portes qu'il n'avait pas vues dans la pénombre. Chacune d'elles luisait doucement, invitant à l'exploration. Chaque porte mène à une chambre forte, expliqua Prima en s'avançant pour examiner la plus proche. Un dépôt de connaissances primordiales sur un sujet différent. Physique, biologie, ingénierie. Tout est cela. C'est inimaginable, s'exclama Gortune. Ces connaissances pourraient faire progresser la civilisation galactique de plusieurs milliers d'années. Marcus regarda les portes, puis ses compagnons. Un avertissement du précurseur l'avait marqué. Utilisez-le avec sagesse, partagez-le avec précaution. Peut-être ne devrions-nous pas tout prendre d'un coup, dit-il. Les autres se tournèrent vers lui. Peut-être ne devrions-nous pas tout prendre d'un coup, répéta-t-il. Les autres se tournèrent vers lui. Je veux dire, le précurseur a dit qu'ils avaient avancé trop vite et que cela les avait détruits, expliqua Marcus. Peut-être devrions-nous être prudents. Commencer par une chose, apprendre à bien l'utiliser, s'assurer de la comprendre avant de passer à la suivante. Cela pourrait prendre des siècles, dit Veltar. Mieux vaut lentement et en toute sécurité que rapidement et mourir, dit Marcus, n'est-ce pas? Veltar le fixa longuement. Puis, lentement, l'être aux yeux argentés sourit. C'était la première fois que Marcus la voyait sourire. Peut-être que les portes ont finalement fait le bon choix, murmura Veltar. La nouvelle de leur découverte se répandit à travers la galaxie en quelques heures. Les précurseurs avaient légué l'intégralité de leur savoir accumulé, et c'était un humain qui y avait eu accès. Les implications politiques étaient colossales. Des espèces qui avaient dominé la galaxie pendant des millénaires durent soudain admettre que les humains, nouveaux venus dans la société galactique, contrôlaient désormais l'accès aux plus grands trésors de l'histoire connue. Certains étaient furieux, d'autres effrayés, et beaucoup éprouvaient les deux. Le Haut Conseil convoqua une session d'urgence. Des représentants de toutes les grandes civilisations se réunirent pour débattre de la marche à suivre. La discussion dura 3 jours et s'enflamma à plusieurs reprises. Certains préconisaient de s'emparer du temple par la force et de distribuer équitablement ses secrets. D'autres insistaient sur le respect du choix des humains par le précurseur. Marcus n'était pas convié à la plupart de ces discussions. Il passait son temps dans sa chambre, réussissant enfin à faire fonctionner son communicateur et à passer les appels qu'il devait effectuer depuis plus d'1 semaine. Son supérieur était, comme prévu, furieux du retard. Marcus a tenté d'expliquer qu'il s'était écrasé sur une planète sacrée et avait ouvert accidentellement des portails extraterrestres antiques, mais son patron n'en avait cure. Seul le manque à gagner et la colère du client comptaient. Marcus a été officiellement licencié. Son assureur était également mécontent. Ils ont soutenu qu'un crash dû à une panne moteur était couvert,
mais qu'un crash provoqué par un atterrissage forcé sur un site non autorisé pourrait invalider son assurance. Une enquête serait nécessaire. Cela pourrait prendre des mois. Son propriétaire avait entamé une procédure d'expulsion pour loyers impayés. Ainsi, même si Marcus était devenu, techniquement, l'un des humains les plus importants de la galaxie, il se retrouvait sans emploi, probablement sans assurance, et sur le point de se retrouver à la rue. Assis sur son lit, il tentait d'évaluer la gravité de sa situation financière lorsque Veltar vint le voir. Le Conseil a pris une décision, annonça l'être aux yeux d'argent. L'humanité se verra attribuer un siège permanent au sein du Conseil des légendes, un nouvel organe directeur chargé de superviser la diffusion du savoir précurseur. Votre peuple aura une influence considérable sur la manière dont ce savoir sera partagé avec la galaxie. C'est bien, dit Marcus d'un air absent, les yeux rivés sur sa tablette. Sais-tu combien coûte le transport d'un cargo endommagé à travers 3 secteurs? Parce que je viens de l'apprendre, et c'est environ 4 fois plus cher que ce que j'imaginais. Veleltar inclina la tête. On te propose un poste d'un pouvoir et d'une influence considérable. Ton espèce est élevée à un statut qu'elle aurait mis des siècles à atteindre naturellement, et tu te préoccupes des coûts de transport. Moi, je m'inquiète de me retrouver sans abri, répondit Marcus. Écoutez, toute cette histoire de prophétie est formidable pour l'humanité en tant qu'espèce, je suppose. Mais pour moi, personnellement, c'est une catastrophe. J'ai perdu mon travail, probablement mon assurance, et certainement mon appartement. Tout ça parce que j'ai craché mon vaisseau et touché accidentellement des portails. Vous avez ouvert la voie à une connaissance et un progrès illimité pour toute la civilisation galactique, a déclaré Veltar. Oui, mais j'ai des factures à payer, répondit Marcus. Veltar resta silencieux un instant. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il rit. Le son était étrange, comme un carillon, mais c'était bien un rire. Qu'est-ce qui est drôle? Demanda Marcus. Toi, dit Veltar, la galaxie se remodèle en fonction des conséquences de tes actes. Et toi, tu t'inquiètes pour ton loyer. C'est ce qu'il y a de plus humain à mes yeux. Je suis ravi de vous avoir amusé. Je ne me moque pas de vous, dit Veltar en s'asseyant. Je reconnais simplement quelque chose d'important. Vous aviez raison d'aborder la connaissance des précurseurs avec prudence et lenteur. Votre suggestion était pleine de sagesse. Et savez-vous pourquoi vous avez pu faire cette suggestion alors que d'autres ne l'ont pas pu? Parce que je ne suis pas assez intelligent pour m'enthousiasmer pour une technologie extraterrestre ancienne? Parce que vous gardez les pieds sur terre, corrigea Veltar. Vous n'êtes pas ébloui par la puissance ou les possibilités. Vous restez ancré dans les réalités. C'est précieux. C'est exactement ce dont la galaxie a besoin, alors que nous commençons à explorer les caveaux des précurseurs. Marcus leva les yeux de sa tablette. Que dites-vous? Je dis que le Conseil souhaite que vous serviez de guide et de conseiller, répondit Beltar. Vous êtes le seul être capable d'accéder librement à toutes les zones du temple. Les portes vous obéissent, les archives du savoir s'ouvrent à vous. Nous avons besoin de votre aide, Chevrede, pour récupérer ces connaissances en toute sécurité et de manière responsable. Je suis pilote cargo. Je ne connais rien à la technologie extraterrestre ancienne, ni à la politique galactique. Exactement, dit Veltar. Vous n'êtes impliqué dans aucun résultat particulier. Vous n'avez aucune allégeance politique en dehors de votre propre espèce, et même celle-ci semble vague. Vous pensez de manière pragmatique plutôt qu'idéologique. Ces qualités font de vous le candidat idéal pour ce rôle. Que devrais-je faire? Nous aider à choisir les connaissances à approfondir en priorité. Guider les expéditions au temple. Apporter un éclairage nouveau lorsque les discussions deviennent trop abstraites ou passionnées. Et veiller à ce que nous respections l'avertissement du précurseur concernant une progression trop rapide. Feltar marqua une pause. Le poste offre une rémunération conséquente, largement suffisante pour couvrir les frais de transport et le loyer. Marcus y réfléchit. Cela représentait une lourde responsabilité, certes, mais c'était aussi bien plus intéressant que de transporter du matériel minier dans le vide spatial. Et puis, il avait besoin d'argent. D'accord, dit-il. J'accepte, mais je veux d'abord une confirmation écrite.
Salaire, avantages sociaux, congés. Je ne veux pas me retrouver coincé dans un autre emploi où l'employeur profite de moi. D'accord, dit Veltar. Vous négocierez directement avec le conseil. Je pense que vous les trouverez très conciliants. Au cours des mois suivants, un nouvel ordre s'est instauré. Le Conseil des légendes a été officiellement créé, avec des représentants de toutes les grandes civilisations. L'humanité, bien qu'étant l'une des plus jeunes espèces spatiales, occupait un siège permanent et jouissait d'une influence considérable. Marcus devint ce que les médias appelaient le gardien du temple. Il passait ses journées à explorer les archives des précurseurs, documentant soigneusement ses découvertes. Le Conseil débattait des technologies à développer en priorité. Ils se sont concentrés sur les progrès médicaux, considérant que la guérison et la santé étaient des biens universels présentant un risque minimal. La première technologie médicale novatrice qu'ils ont mise en œuvre était un traitement contre une maladie qui affectait le peuple Kitrani. Cette maladie les avait ravagés pendant des générations, tuant des millions d'individus. Ce traitement précurseur la guérissait complètement en quelques mois. Le succès l'a permis une exploration plus approfondie. Des connaissances en physique susceptibles d'améliorer les voyages spatiaux. Des techniques agricoles capables de nourrir des milliards d'êtres humains. Une énergie propre capable d'alimenter des mondes entiers sans pollution. Chaque avancée a été testée rigoureusement avant d'être diffusée. Chacune a été partagée avec de nombreuses espèces et non accaparée par quelques-unes. Le travail était long et minutieux. Pour beaucoup, la progression était d'une lenteur exaspérante. Certaines espèces se plaignaient que les humains la freinaient délibérément pour conserver leur avantage. D'autres estimaient que le rythme était encore trop rapide et qu'il fallait redoubler de prudence. Marcus ignorait la plupart des considérations politiques. Il faisait son travail, explorait les caveaux et rédigeait ses rapports. Durant son temps libre, il prenait des leçons de pilotage sur des vaisseaux plus récents et plus performants. Il avait trouvé un bel appartement près du temple. Il avait même commencé à fréquenter une ingénieure valtienne rencontrée lors d'une expédition dans l'abri. La vie était belle, même si elle était étrange. Un jour, environ 1 an après avoir ouvert les portes par inadvertance, Marcus se retrouva à l'entrée du temple. Il rencontrait un groupe de jeunes étudiants de différentes espèces qui étudiaient l'histoire des précurseurs. Il voulait voir les fameuses portes et entendre son récit de sa propre bouche. Marcus leur parla de l'accident, de sa confusion, de son ignorance de ce qui se passait. Les étudiants écoutaient, les yeux écarquillés, comme si chaque mot était sacré. Cela mit Marcus mal à l'aise. « L'important, c'est de comprendre, dit Marcus à la fin, que je ne suis pas spécial. N'importe qui aurait pu ouvrir ces portes. N'importe qui aurait pu les franchir. Il se trouve que j'étais là. Mais tu as fait les bons choix par la suite, dit un élève, une petite créature au pelage violet et aux grands yeux. Tu as conseillé la prudence quand d'autres voulaient se précipiter. Tu as gardé ton sang-froid quand les autres l'ont perdu. C'est pour ça que tu es une légende. Pas vraiment, dit Marcus. Je suis juste un gars qui fait son travail. Peut-être, dit un autre étudiant. Celui-ci, grand et clairvoyant. C'est ce qui te rend légendaire. Tu accomplis des choses impossibles et tu les traites comme une routine. C'est humain. Marcus ne sut que répondre et haussa simplement les épaules. Plus tard dans la soirée, il se tenait seul devant les portes du temple. Il les contemplait, ces imposantes structures antiques qui avaient bouleversé sa vie. Il songea aux précurseurs qui les avaient bâtis, à leur avertissement, à leur espoir qu'un jour, quelqu'un se souvienne comment lutter et survivre. Il pensa à la Terre, à ses ères glaciaires, à ses impacts d'astéroïdes et à son environnement hostile, à ses ancêtres qui avaient survécu à tout ce que l'univers leur avait réservé, à cette lignée ininterrompue de survie qu'il avait menée jusqu'ici. Peut-être les étudiants avaient-ils raison. Peut-être qu'être humain suffisait à forger une légende. Derrière lui, il entendit des pas. Veltar s'approchait, portant des tablettes contenant les rapports de la dernière expédition dans l'abri. « Tu travailles tard » demanda Marcus. « Toujours » répondit Veltar. « Le conseil souhaite discuter de l'ouverture d'un nouveau bunker le mois prochain, celui des ingénieurs. Nous venons de terminer l'installation de la dernière technologie médicale, dit Marcus.
Peut-être devrions-nous attendre encore un peu, s'assurer qu'il n'y a pas d'effets secondaires inattendus. Je me doutais que vous diriez ça, a déclaré Beltard. Je suis d'accord, mais le Conseil est imbu de lui-même.